Aujourd'hui, il a bobo dans sa tête. Même son cœur n'est plus invité à la fête, puisqu'il faut maintenant penser les blessures et éviter encore de frapper le mur. Il faudra du temps et du repos. Face au chagrin, il faut d'abord sauver sa peau. Il y a un contexte social qui rend des fois plus compliqué pour les hommes de dire « je vais aller dans un bureau, jaser de moi-même, explorer mes émotions intérieures, puis la façon dont tout ça interagit ». Ça représente un défi supplémentaire. Trop souvent, je vois des hommes qui communiquent avec moi et ils sont rendus à la 5e porte à laquelle ils frappent pour essayer d'avoir de l'aide. Et c'est pas normal qu'un homme ou une femme soit en détresse, soit psychologiquement vraiment au bout de ses ressources et soit obligé de faire tant de démarches pour réussir à être entendu. Les personnes qui se suicident le plus sont des hommes. Et une des hypothèses qu'on émet, c'est que parce que l'homme, quand il est en détresse et qu'il demande de l'aide, il n'y a pas cette aide-là, il ne la reçoit pas immédiatement, cette aide-là, ça l'amène à passer à une manière plus dramatique d'apaiser sa souffrance. Quand il arrive à moi, c'est comme, là, je suis plus capable, je sais plus quoi faire, je suis rendue au bout. Contrairement à une femme où elle va venir, tu sais, plus au départ, j'ai l'impression que quand un homme demande une consultation avec moi, seul à seul, il est rendu pas mal loin dans sa détresse. Puis là, c'est, pour moi, faut pas que je manque ma shot. Avec les hommes, le chemin pris pour atteindre l'émotion ne sera pas tout le temps le même. Ça se peut que ça prenne plus de temps avant que les mots se trouvent. Ça se peut que l'expression se fasse plus dans le corps, se fasse par le fait qu'il va raconter autre chose. Puis là, il faut comprendre un peu, tiens, pourquoi est-ce qu'on parle de telle affaire présentement? Qu'est-ce que ça vient faire ici, ça? Puis il va donner des indices, puis il va parler, mais le chemin ne sera pas le même. Puis ça, c'est fondamental. Si on ne comprend pas que le chemin pour atteindre l'émotion n'est pas tout le temps le même, on va se mettre, on se fourre un doigt dans l'œil, puis je pense qu'on va sauter aux conclusions trop vite. Parfois, c'est de se tourner vers le papa, puis lui demander « Comment ça va, toi? Comment tu vis ça? » Il m'est déjà arrivé aussi de parler au conjoint à l'extérieur de la chambre. Parce que le conjoint veut se montrer très fort devant sa femme, alors qu'au fond, lui-même vit des émotions très difficiles, qu'il veut pas laisser paraître, mais à l'extérieur de la chambre, seul à seul, ils vont parfois se laisser aller plus facilement, les hommes. Je suis déjà allée prendre une marche avec un papa au lieu d'être assis à une table avec un café, là, comme on fait souvent avec les femmes. Mais oui, où j'ai déjà fait une rencontre debout à côté d'un comptoir parce que l'homme n'était pas à l'aise d'être assis, tu sais, il tenait pas en place, il fallait qu'il bouge. Je vais être très, très transparent aussi, lui expliquer, écoute, moi, ce que j'ai comme information, c'est telle chose. Est-ce que ça représente bien ce qui se passe? Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes que je devrais savoir? Fait que j'essaie d'être extrêmement transparent. Je me suis rendu compte avec le temps que ça aide, cette très, très grande transparence-là avec ce que je sais, ce que je pense, ce que je compte faire. Généralement, ça rassure les hommes, ça les amène à collaborer davantage. Dès le départ, les hommes vont avoir une espèce de retenue face à leurs émotions, face à la situation, puis ils sont très cérébrales. Puis de laisser le temps. Surtout si on sait que c'est difficile de parler d'émotions, ben la minute qu'il en parle, de ne pas le couper pour dire hey, « c'est beau, tu me parles de tes émotions, là, floum, on vient de recouper le fil. » Tous les conseils sont à proscrire dans une situation de crise. Parce que je pense que c'est ce qui... ça peut ne pas être adapté à la personne. Et c'est souvent... Parce qu'en plus, si on la connaît pas, cette personne-là, les phrases toutes faites, comme « c'est peut-être mieux comme ça », essayer de rationaliser, essayer de normaliser ou à la limite banaliser
dans ce répertoire-là, je pense qu'on doit se retenir. Et moi, je dis toujours à mes intervenants, si vous cherchez quoi dire, ne parlez pas. Alors l'homme ne voudra pas nécessairement s'engager dans un processus thérapeutique de rencontre une fois par semaine pendant les 52 prochaines semaines. Il va vouloir quelque chose qui va lui donner des pistes de solutions plus concrètes, plus rapidement, pour qu'il puisse avoir rapidement l'impression qu'il se met en action puis qu'il fait quelque chose pour aller mieux. Je pensais que les hommes, ça se racontait tout, tu sais, puis que ça se supportait, mais je me suis aperçue avec le temps que c'est pas nécessairement ça. Puis que les hommes sont plus seuls, puis beaucoup plus en détresse que j'aurais pensé au départ. Tous les hommes qui viennent me voir pleurent dans le bureau. Par contre, les hommes plus stéréotypés, qui sont pas habitués de montrer leur honte, leur faiblesse, puis qui sont pas habitués de pleurer, point, non plus devant quelqu'un, ben il y a des hommes que j'ai fait, écoute, je vois que tu commences à être mal à l'aise, là. Tu sais, je comprends ce qui se passe, je comprends qu'il y a quelque chose à aller explorer là. Est-ce que tu es d'accord? On va y revenir. Ah oui, ok, merci. D'écouter, d'abord. Parce que comme il parle moins, ça parle plus. C'est comme l'homme spontanément va moins parler, le mot qu'il dit prend plus de poids. S'il faut qu'on ait un temps en silence, on aura un temps en silence. Je pense qu'il faut s'habituer au silence aussi quand on intervient avec les hommes. En fait, je pense que c'est généralement quelque chose d'intéressant, peu importe avec qui on intervient, là, mais particulièrement avec les hommes. Il faut des fois laisser le temps un peu plus pour ramasser l'expérience, pour trouver les mots, pour dire ce qui nous arrive. Puis si on va trop vite, on va rester en surface. Fait que de laisser les larmes aller. Bon, ben on en reparlera après. Puis de laisser l'émotion monter. Puis de laisser le temps de répondre à nos questions. Il faut savoir que pour beaucoup d'hommes, la manière d'exprimer leur détresse passe beaucoup par la colère. L'agressivité qu'on rencontre le plus souvent, c'est celle qui est due à la souffrance, celle qui est due à quelque chose qui se passe à l'extérieur. Et donc, dans ces cas-là, si moi, j'évite de surréagir à son agressivité, puis je la lis comme un comportement ou comme un message de détresse du fait qu'il n'est pas entendu, du fait qu'il y a l'impression que l'histoire se répète, bien là, ça va la désamorcer. Parce qu'il y a moins de raisons d'être agressif. Il va s'exprimer, il va lever le ton un peu. Je dis, bon, on va se calmer maintenant, puis on vient à donc ça te fait souffrir, ou je vais essayer de mettre des mots sur la souffrance que je pense qu'il exprime. Je peux me tromper. Si je me trompe pas, généralement, ça fonctionne. Il va comprendre qu'il est entendu, puis ça va avoir un effet de désamorcer un peu tout ça. Il y a quelque chose qui m'appartient pas dans la réaction de l'homme, puis tout. Tu sais, je porte pas le monde sur mes épaules, là. Fait qu'une personne, et surtout un homme, qui est en colère, qui réagit, puis que si je le prends sur mes épaules, ben à la limite même, je l'empêche d'aller là où il a besoin d'aller. Moi, je peux vous dire qu'en intervention de crise avec un homme agressif ou en colère, là, je suis très directive. Quand on est désorganisé, on a besoin de quelqu'un pour nous encadrer. Donc, moi, très rapidement, si j'ai un homme qui arrive en crise chez moi puis qui est agressif, je vais dire « Qui es-tu? Quel est ton nom? » Peut-être qu'il me voit même pas, là. Il est en poussée d'adrénaline, il a l'air de Hulk, là. Je vais lui dire « Est-ce que je peux te tutoyer? Moi, mon nom, c'est Laurence. Ça va être moi ton intervenante aujourd'hui. Là, j'ai besoin que tu baisses le ton. Il y a des gens en rencontre ici. » OK, fait que ça peut être comme ça. Moi, je me suis déjà vue confisquer des clés, là. Je me suis vue coucher un homme dans l'organisme. « T'as besoin de dormir, je vais te donner une soupe, tu vas manger, on va... » OK, tu pars pas d'ici, prendre des numéros de plaque, empêcher un homme de sortir, empêcher quelqu'un de quitter, appeler des amis de l'homme en question. « Écoute, ton chum me donne son accord, il va pas bien, est-ce qu'il peut passer la nuit chez toi? » Appeler des conjoints pour les mettre en sécurité avec des maisons d'hébergement, appeler les policiers. On a un monde de possibilités dans ces interventions de crise-là, et une fois qu'on a un lien de confiance,
on peut faire pas mal tout. Au début, on ne sait pas trop quoi dire, on ne sait pas trop où se mettre, comment en parler, parce que c'est un sujet fragile. Les premières fois, je pleurais, c'est à peu près tout ce que je faisais. Je me sentais pas très utile. Je me concentrais beaucoup pour pas pleurer, alors je pense que j'étais pas aidante. Quand j'ai compris que ça dérangeait pas, au fond, si je versais quelques larmes, je pense que j'ai franchi une étape. Il a le droit d'avoir un deuil aussi intense que sa femme, même si c'est pas lui qui a porté l'enfant, tout ça. Il y a une perte quand même d'un enfant là-dedans. Il n'y a pas une bonne façon d'exprimer son deuil puis une mauvaise façon. Je pense qu'il faut juste voir comment lui il fait. Il faut s'assurer qu'il ne garde pas tout ça en dedans puis que la boule elle grossit pas puis que ça devient comme intolérable. Les intervenants peuvent penser que quand l'événement vient d'arriver, ben plus le temps avance puis mieux ça va. Et ça, c'est une personne sur 4. 3 personnes sur 4 n'ont pas ce profil-là lors d'une situation de crise. Dans le temps, ça se vivra pas de la même façon pour personne. Donc, les situations de crise et le deuil chez les hommes se vit selon le bagage qu'on a reçu. J'ai le papa qui va dire « je pouvais pas faire autrement. Je reconnais que c'est énorme dans ma vie puis j'ai besoin d'aide. » Il y en a d'autres qui vont me dire « ben être fort, c'est ça. C'est d'aller chercher de l'aide parce que ça me demande bien plus d'énergie puis d'effort que de prendre ça puis de le tasser. » Je pense que les gens sont mal informés sur la différence entre un deuil normal et une dépression. L'homme ne va pas dire « je pleure tout le temps, je suis dépressif ». Il va dire « je file pas ces temps-ci, je me sens pas bien, je me reconnais pas » ou les gens autour de moi disent que je suis plus pareil. Fait que c'est vrai que c'est pas évident pour l'intervenant qui entend ça de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. On a le type de personnalité qui veut passer à autre chose rapidement, qui veut aller au travail, qui veut changer les idées. Puis on a aussi le père qui devient très non fonctionnel, qui ne peut pas aller au travail, qui est très préoccupé. Ils sont vraiment à suivre et à s'assurer qu'il n'y a pas un état dépressif qui s'installe et tout. C'est très, très difficile. C'est important d'être aussi sensibilisé à d'autres symptômes que les hommes dépressifs peuvent présenter puis qui sont moins évidents. Entre autres, l'irritabilité. Le retrait des activités qui faisaient plaisir avant ou une surconsommation de certaines activités, entre autres des activités physiques à outrance. Un homme dépressif peut travailler beaucoup, peut faire beaucoup d'exercices, s'engager dans des relations sexuelles à répétition pour essayer de vaincre son mal-être par lui-même, par ses propres moyens. Alors, c'est pas des comportements qui, à première vue, vont nous sonner une cloche que cet homme-là est dépressif, mais pour l'entourage, l'entourage va pouvoir dire « il est différent, il est plus impatient, il est plus intolérant, il est plus irritable, il se met en colère tout le temps, il n'a plus le goût de participer aux activités de la vie quotidienne. » Il ne faut pas avoir peur des questions. Les pères, ils nous répondent vraiment très franchement aux questions qu'on leur demande. Tu sais, moi, je vais leur demander, là, es-tu suicidaire? As-tu eu des idées de mort? As-tu pensé que ça serait plus facile si tout était fini présentement plutôt que de vivre ce que tu vis là, tout ça? Puis ils nous répondent très franchement, fait qu'on est capable de les évaluer comme il faut. As-tu envie de mourir? Plus loin que ça, t'as-tu déjà pensé à la tuer? T'as-tu déjà pensé à tuer tes enfants? Si tu partais, est-ce que tu partirais avec quelqu'un? Il faut. On n'a pas le choix. Il faut suivre notre analyse d'intervenant ne nous trompe pas, mais ce qui se passe ici et notre lecture, c'est important de la suivre. T'sais, moi, je voudrais pas laisser partir un homme sans lui avoir posé une question, puis rester avec le sentiment de « il me chicote, là. Il m'énerve, là. J'aurais peut-être dû, là. Il n'y a pas un intervenant qui veut vivre avec ça. » Se demander comme intervenant quand je réagis à un comportement qui me semble plus agressif,
C'est de savoir pourquoi on réagit. Il y a certaines questions que j'aurais pas posées ou que j'ai probablement même pas posées parce que la réaction était tellement intense. Puis là, tu te dis, ben, j'irai pas plus loin là, parce que je veux me protéger moi comme intervenant. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est de dire, ben, j'ai passé à côté de certaines questions. Puis ça aurait peut-être été utile pour lui de les poser, mais je l'ai pas fait parce que j'aurais pas su quoi faire avec l'émotion. En début de situation de crise, si on sème une graine à ce moment-là, c'est clair qu'on agit à court, moyen et long terme. On donne le ton. Et je pense que chacun, on travaille en équipe. Hein, ces parents-là, ce père-là va côtoyer des gens du début de son expérience jusqu'à la fin. Puis si on lui envoie le message que c'est pas rien ce qu'il vit, que ses émotions sont importantes, qu'il doit les vivre, bien, il faut qu'elle aille chercher de l'aide. Pour comprendre d'où viennent les bobos et enfin pouvoir s'en délester le dos, car on a tous au fond de nous des longs chemins de cailloux, des pianos sur les épaules et des grosses larmes de saule, des sentiers plus lumineux qui mènent aux matins heureux, et cette force qui nous charrie et nous fait aimer.